Donc pour terminer notre table ronde, Philippe Graal, vous qui avez travaillé du côté de l'État et de ses opérateurs, comment est-ce que vous percevez ces enjeux? Alors ce soir, je vais intervenir avec la casquette de président d'un institut de formation des élus de la République qu'on a fondé avec quelques amis, Périgourdin aussi d'ailleurs, et puis quelques élus et quelques experts dans le domaine. Alors, on est en train de préparer activement justement comment est-ce qu'on va pouvoir proposer des offres de formation un peu disruptives pour les élus qui prendront leur nouvelle fonction à partir de mars prochain. Mais j'interviendrai aussi à travers cette expérience que j'ai eue avec certains de mes collègues, et notamment, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, pour l'avoir vécu sur le plan purement opérationnel. Comment est-ce que, par exemple, voilà, c'est les mutations des deux villes de tant de Périgueux que de Cognac sous l'impulsion de leur maire qui étaient assez bouillonnants à la fois d'idées mais de stimulation, d'écoute des citoyens. On avait vraiment une forte dynamique locale et qui s'appuyait sur deux villes, vous l'avez vu, qui ont une vraie histoire parce que je suis d'accord avec vous sur Albi, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ce sur quoi aussi ces villes doivent absolument s'appuyer, et c'est là où ça va tous intéresser les membres d'AMO aussi, c'est de se dire, c'est ce que j'ai entendu un peu tout à l'heure aussi au bout de la table, c'est de se dire il faut aussi qu'on bascule sur la manière de faire des projets dans ces villes. C'est ça qui est très important, ce que Michel Bouranchat-Cognac ne nous a pas dit, donc c'est une très belle architecture fin des années 30 liée au Bauhaus, de l'entreprise Martel qui a été réhabilitée comme cela. J'avais trouvé une photo, mais vous voyez, et c'est aussi parce que Monsieur le maire a un peu poussé les acteurs économiques en leur disant, moi, voilà, Cognac, c'est une ville qui s'était un peu endormie aussi, et quand Monsieur le maire est arrivé, s'est dit, ben voilà, je vais rebondir sur des outils et aussi notre identité et en stimulant les acteurs. Et c'est là où souvent, en s'appuyant sur des consultants ou des archis ou des investisseurs, des fois, eh bien, l'approche est assez monolithique sur un projet. Et certains qui sont dans la salle, avec qui j'ai eu la chance de travailler dès 2013 sur ces sujets-là, eh bien, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'est terrible, voilà, ça va être impossible, infaisable. Eh bien, finalement, c'est vraiment en creusant à la fois, en mixant l'approche de la ville complètement différente, en mutualisant vraiment tous les sujets. Je vais être très court sur ces sujets-là, hein, mais c'est vraiment en mutualisant à la fois l'économie, le commerce, les déplacements, les sujets de parking, la vitalité du marché, les images, les labels, mais c'est aussi créer une dynamique à partir de l'identité. Je ne le dirai jamais assez, c'est à partir de l'identité et des atouts qu'il y a dans cette ville. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des industrialisations, tout cela, mais en fait, ça n'a pas empêché non plus certaines industries du luxe à aller chercher de la main-d'œuvre en Charente, en Dordogne, mais aussi, on l'a vu il y a quelque temps, pas très loin de Tours aussi, des industries du luxe à réinvestir aussi des territoires comme cela, en Haute-Vienne aussi d'ailleurs, qui, même s'il y avait des conflits industriels juste à côté, eh bien, ça leur a pas fait peur d'aller chercher de la main-d'œuvre aussi qui était capable à la fois d'être vite formée et aussi d'être dans l'excellence. Et les villes moyennes, c'est un peu, je sais pas, c'est la deuxième excellence, en tout cas sur lesquelles il faudrait travailler, parce que les métropoles, on les a beaucoup poussées, et c'est une bonne chose, probablement. Ce qui est très important, en tout cas, on l'a vu tout à l'heure dans les cartes sur les aires urbaines que je montrais pendant que mon collègue, mon voisin de table parlait. Vous avez vu ces aires urbaines, mais il y a tous ces chapelets dont vous parliez très justement, et c'est là où probablement ce qui a été sous-investi depuis 20-30 ans, c'est vraiment le lien entre ces villes et la métropole, et les métropoles en l'occurrence.
Ça va vous voyez, autour de Bordeaux, ça va de Royan, Cognac, Saintes, Angoulême, Périgueux, Marmande, même jusqu'à Agen, Marsan, Dax, Arcachon. C'est des liens qui peuvent se faire à la fois sur la culture, sur l'économie, pour aussi essayer vous voyez, c'est pas de capter, mais de mieux organiser aussi ensemble. Alors, l'ancien maire de Bordeaux, Alain Juppé, l'a fait notamment avec nos deux maires de ce soir, mais il y en a eu d'autres aussi avec qui ils ont signé, avec Angoulême par exemple aussi, des accords territoriaux, ce qui est complètement sur le plan administratif, c'est presque une hérésie, parce que vous comprenez, on change de département, c'est dramatique, on ne sait pas faire. Vous voyez, c'est des choses, ça n'existe pas dans le droit administratif français, à la limite. Donc c'est des choses aussi sur lesquelles, oui, la BD, on a le droit de la faire tant à Angoulême qu'à Bordeaux. On fait des projets urbains ensemble, avec des acteurs qui se disent, voilà, je ne fais pas qu'à Bordeaux, mais je fais aussi à Angoulême. Donc c'est des choses qui vont se développer. Il y a des acteurs économiques très importants aussi, puisque monsieur le maire Périgueux était modeste tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'industrie peut-être à Périgueux, mais enfin vous avez des très belles boîtes internationales qui font des beaux roulements à billes, si je me souviens, enfin de très haute précision, qu'ils ont implanté en plein cœur de Périgueux, dans une belle zone que vous avez entrepris de transformer, sur lequel il y a beaucoup de projets urbains, sur lequel vous attendez aussi des opérateurs qui vous amènent une innovation des opérateurs, mais aussi des archi-urbanistes qui devront aussi s'occuper d'économie, de travailler bien sur les déplacements. Et je vais vous montrer juste une bricole qu'on a faite il y a quelques années sur une ville comme Saint-Mexan, qui était, alors là pour le coup, c'est purement napoléonien, c'est une ville qui est à la fois médiévale et puis qui a été structurée uniquement pour maîtriser le territoire avec l'armée. C'est une ville sur laquelle la ville a essayé de réinvestir les anciennes casernes qui ont petit à petit fermé, qui sont dans l'enveloppe urbaine. Alors, malheureusement, j'ai pas le plan global parce que comme je ne suis plus en fonction sur ces sujets-là, du coup j'ai fait un peu d'archéologie, mais vous voyez, de retravailler aussi après les accès vers la halle de marché. C'est travailler sur à la fois le verdissement, les îlots de fraîcheur. Ça a été à la mode cet été au mois de juillet, donc je ne sais pas si ça va prospérer, mais c'est vrai qu'on a des villes qui sont aussi un peu minérales. C'est recréer des endroits de rencontres, de vie, sur lesquels on redonne un peu de l'élan, c'est restructurer un peu la halle qui est toujours... les marchés sont sous-estimés totalement dans notre pays. C'est des choses sur lesquelles il ne faut pas avoir peur. C'est ce que monsieur le maire Périgueux a fait. C'est dans la rue l'été, tous les soirs, c'est fermer des rues, ça se fait à Agen ou ailleurs. Mais quand même, c'est trop rare encore. C'est des marchés qui ouvrent peut-être le soir jusqu'à 22h, 23h, et puis une fois dans la semaine, et qui créent du coup une vie aussi autour de ça. Et alors, ce qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'ils ont beaucoup étudié la chance. Alors, malheureusement, j'ai oublié son nom. J'espère qu'elle n'est pas dans la salle, sinon je vais me faire fusiller. Mais vous voyez, bon, ça c'est sur le site de la ville, donc j'ai piraté rien du tout. Mais vous voyez, c'est de bien travailler sur vous avez une immense... c'était c'est un cloître avec une abbatiale de mémoire. Une abbaye, pardon, excusez-moi, c'est écrit dessus. Et puis ils ont terminé par percer un môle carrément, alors ce qui a été un vrai débat avec l'ABF, mais ça a été de balayer quasiment depuis la mairie jusqu'à la halle pour créer une percée dans cette ville médiévale, ce qui est totalement innovant, recréer du parking, mais aussi une perspective, réaérer la ville et travailler à la fois sur le logement, sur le commerce, sur l'économie, sur les déplacements, sur le stationnement et tout ça. C'est des choses qu'on a tendance un peu à oublier quand on redynamise une ville comme ça, et ça a été même jusqu'à acheter un bâtiment des années 70 qui était construit en plein milieu, et pour le démolir complètement et le raser et créer cette perspective. Donc vous voyez, moi je conclurai juste là-dessus parce qu'on a entendu beaucoup de choses et je ne vais pas être trop long, mais vraiment, je pense que l'objectif d'AMO là-dessus, et ce qu'on pourrait en tirer ce soir, en tout cas des échanges qu'il y en a eu, c'est vraiment de bien réinterroger nos modes d'approche de la ville aussi, de ces villes moyennes, parce que ces villes moyennes, d'abord, c'est un super... ville moyenne, désolé, effectivement, j'aime pas non plus, mais je suis pas contre pour les appeler les villes
des villes d'excellence, tiens, pourquoi pas, qui d'ailleurs devraient voir leur statut probablement renforcé aussi, parce qu'il y a des vrais talents, il y a des vrais moyens de rebondir, mais aussi à nous tous, au sein de l'AMO, mais aussi de toutes les professions qui sont représentées dans cette association, c'est de bien se mobiliser pour avoir une approche extrêmement large, vous voyez, parce que quelqu'un qui serait débarqué avec un appel à projet ou un appel d'offres uniquement sur refaire la halle tout seul, on serait planté, vous voyez, finalement. On serait totalement planté parce que finalement on aurait créé quelque chose, puis en fait il y aurait eu des blocages à droite à gauche, les gens n'auraient jamais pu venir pour se garer, des choses comme ça, vous voyez, et ça peut paraître totalement tarte à la crème, mais malheureusement c'est aussi ce qu'on a impliqué, c'est pour ça que j'avais proposé à Martin et à Stéphane Leclerc d'inviter messieurs les maires, c'est pour aussi vous montrer quelles étaient leurs approches et qu'est-ce qu'ils attendaient, et également comment ils se situaient, c'est ce que monsieur vient de présenter aussi, c'est dans quel contexte aussi qui est assez compliqué. Bon, je vais montrer quelques slides tout à l'heure sur la représentation qu'on peut avoir de l'écrasement des métropoles par rapport à ces villes, mais je suis assez d'accord avec vous, tout est assez relatif, et il y a beaucoup de potentiel qui permettrait de faire d'excellents projets dans ces villes, et pour rebondir, et qu'on sait nécessaire, mais ça marche à la fois aussi sur la culture, sur l'économie, encore une fois, sur les déplacements, sur l'urbanisme et tout ça, mais c'est vraiment de l'approche intégrée, et c'est toute la difficulté qu'attendent aussi de nos professions les maires en termes de conseil. Est-ce que ce modèle-là, en fait, de développement de synergie, ça vous paraît être un modèle qui est viable? Alors, est-ce que dans un premier temps qui est viable, et en plus qui se développe, quitte à devenir peut-être un modèle assez unique et qui pourrait s'essaimer sur toute la France et sur toutes ces villes, alors pas moyennes, mais d'excellence, et pour justement avoir un modèle de développement durable, enfin, dans une logique de développement durable? Je crois que c'est l'approche pluridisciplinaire qui nous permet d'avancer. Alors, effectivement, il y a les grandes tartes à la crème, la co-construction, le conseil citoyen, machin, etc. Bon, tout ça, c'est très très bien. Après, tout le monde ne peut pas s'ériger en expert. On n'est pas expert en tout. Hein. Les spécialistes en tout, ça nous effraie un peu. On a besoin de gens qui nous assistent. Moi, quand j'ai commencé mon mandat en 2014, j'en avais un peu assez au bout d'un an de voir tous les projets arriver les uns derrière les autres à la queue leu sans aucune vision globale. Donc on a fait un architecte urbaniste, un cabinet qui s'appelle Jean-Pierre Charbonneau, qui écrit dans pas mal de choses, etc., qui m'a construit un système qui s'appelle Périgueux en mouvement, qui m'a permis d'avoir justement cette vision un petit peu plus globale et pluridisciplinaire. Sans ça, je ne sais pas faire. Après, s'il faut demander à chacun des Pékins, pardonnez-moi l'expression, ce qu'il veut pour sa rue, on va crever, quoi. Hein? Donc on est là pour avancer, on est là pour construire les villes de demain avec les citoyens, et puis après on est de temps en temps validé, on a des temps de passage, ça s'appelle les élections. Et entre-temps, il faut qu'on travaille, et pour ça il faut savoir s'entourer de gens pluridisciplinaires le plus large possible. Mais on a besoin de gens qui nous assistent à ça, parce que les maires, malgré toute leur qualité, je parle des autres, je parle pas des miennes, et on n'est pas spécialiste en tout, quoi. Donc il faut tenir à cette approche pluridisciplinaire. Nous on a une démarche pour tous les projets structurants de la ville. Je l'ai dit tout à l'heure, on a des conseillers de quartier, et on a systématiquement invité des conseillers de quartier dans la réflexion qui a été menée. Alors les conseillers de quartier désignaient un ou deux ou trois membres selon la nature, donc là ils se confrontaient aux experts, à d'autres, mais ils apportaient le regard du citoyen de base qui s'intéresse à sa vie. C'est quand même, moi tu peux être citoyen et pas t'intéresser à sa vie, il s'intéresse à la vie. Quand on a construit le PLU, on a agi de la même façon. Quand on a travaillé sur l'agenda 21, on a construit ça de la même façon. C'est-à-dire qu'on a fait appel à des citoyens, et en même temps on a sollicité aussi les responsables associatifs et les membres des conseils de quartier. Et j'ai créé une autre structure, moi, en plus, qui est venue m'aider sur les deux éléments que j'ai évoqués, à savoir le PLU et l'agenda 21. C'est un comité des acteurs locaux, où j'ai voulu que soient présents donc des citoyens, des responsables associatifs, des membres de conseils de quartier,
des associations, que ce soit commerçants, culturels, sportifs, etc. Et ils ont joué le jeu. Et puis en 2015, moi je me suis retrouvé dans une situation, je ne savais pas comment boucler mon budget. Et j'ai fait appel au comité des acteurs locaux, en disant, bon voilà, on est face à un mur, on ne sait pas comment le franchir, on a décidé d'arrêter d'augmenter les impôts, mais comment on fait pour boucler notre budget? Et alors, ils ne nous ont pas trouvé la solution miracle, il n'y en a pas, mais ça a eu un effet positif, dans le sens où ils se sont appropriés comment fonctionnait un budget d'une ville. C'était pas du tout évident. Hein. Ils se sont rendus compte que supprimer un service, mais ça réglait pas tous les problèmes, parce que tu supprimes un service, mais tu gardes les salariés. Donc si tu penses économiser 1 million d'euros en supprimant un service, tu n'économises pas grand-chose en fait. Tu économises sur l'avenir, mais pas immédiatement. Et donc ils ont participé à ça, on a bouclé notre budget, on y est arrivé, on a serré les vis, etc. Enfin, voilà. Mais en même temps, ça a permis de prendre conscience. Et dans ceux que j'avais choisis volontairement, ce n'étaient pas des amis, j'avais choisi des gens qui étaient souvent sur des positions très dures, sur les impôts, sur la ville, etc. Et après, ils sont devenus plutôt en interactivité avec la politique de la ville. Voilà, donc ce côté-là, on l'a plutôt réussi. Mais c'est pas évident, mais moi ça fait partie de toute la démocratie participative, ça fait partie de mes gènes. Moi j'imaginais pas une ville où il n'y avait pas cette participation-là. Et le poids de l'entreprise, vous le ressentez aussi par l'influence? Alors le poids des entreprises, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, hein, clairement, quand Martel a fait sa tour, j'ai été associé dès le début. C'est-à-dire que, alors, mon premier adjoint était pour les garder parce que lui il est né à Cognac et ça faisait partie pour lui du patrimoine de Cognac. Moi qui arrivais dans la ville, je disais il faut virer ce blocos, c'est moche comme tout. Je dis, moi j'avais tort, hein, c'est mon premier adjoint qui avait raison. Ils ont réussi à faire quelque chose de formidable. Et alors Martel est sans doute l'entreprise avec laquelle on est les plus impliqués dedans dès le début, mais les autres nous informent régulièrement de leur envie de faire bouger les lignes. NC, leur projet 10 milliards en 10 ans, on est sollicité et on essaye d'être facilitateur dans la mesure où, quand il y a des règles d'urbanisme, voilà, alors on n'était pas encore en PLU, sur le poste, on a fait bouger les lignes, bon, ça a été discuté, ça n'y a pas eu de problème. Et je le disais tout à l'heure, Rémi Martin, ils vont refaire complètement le circuit de visite à l'intérieur de la ville, en sortant la partie administrative pour en faire plutôt quelque chose lié au tourisme. Donc avec les entreprises, on n'a pas de souci. La chambre de commerce, comment dire, bon, voilà. Moi j'ai une expression, alors, comme ça va être filmé, ça va faire le tour de la France entière. Si la chambre de commerce avait quelque chose, depuis le temps on le saurait. Voilà. Alors j'exagère, bien évidemment, c'est volontairement provocateur ce que je dis, mais ils nous ont jamais accompagnés sur rien, au contraire, ils sont plutôt là. Je décide de mettre la ville à 30 km/h en disant ça suffit. Moi, tout ce que j'entends de mes administrés, c'est que les gens vont trop vite dans le Cognac. Que fait la chambre de commerce? Il faut une pétition auprès un questionnaire auprès des commerçants de Cognac pour expliquer sans doute que le maire se trompe. Et que, voilà, j'ai dit mais vous avez que ça à faire? Comment vous aider les entreprises qui veulent s'installer, les porteurs de projets qui veulent s'installer? C'est pas plutôt ça, plutôt que de leur dire que venez pas à Cognac parce que vous n'allez pas pouvoir rouler à plus de 30 km/h, c'est ça votre objectif? Donc voilà, on a un petit peu de... Des fois, ça tangue un petit peu. Bon, on se connaît bien, en plus dans une petite ville, on se connaît forcément, donc on se retrouve après au match de rugby. Mais bon, des fois, c'est un petit peu surprenant. J'ai remarqué que la chambre de métier n'était pas forcément sur la même... Voilà, était plus dans la prise en compte de la réalité du terrain. Alors, moi, j'ai juste une information à ajouter. Du coup, nous, on est de l'autre côté de la barrière. Alors déjà, on est arrivé de façon très humble. On n'avait pas de solution, on n'avait pas de proposition, on n'avait absolument rien. On a écouté, on est venu 7-8 fois, on s'est promené. Enfin voilà, on a interrogé des commerçants, des vignerons, le maire en dernier d'ailleurs, et on a exploré. Donc ça, c'était la première démarche. Je pense que l'humilité, c'est déjà la première chose à faire. Et la deuxième chose, c'est pour donner 2 exemples très concrets. Quand on est arrivé, qu'on a été voir le maire, la maire, elle nous a dit, parce que nous aussi, on a cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait avec l'histoire des commerces, voilà, pourquoi est-ce qu'il n'y avait aucune activité, il n'y en a quasiment plus aucune quand même, activité commerciale à Tonnerre. Et la boulangerie, c'est ouvert de 6h30 à 10h30 et de 16h30 à 18h30.
Voilà, donc c'est déjà quand même quelque chose qui est significatif. Et la maire nous dit, bah non, là, aucune grande entreprise, rien, voilà. Donc nous, on est rentrés, puis on a fait notre étude, et dans le cahier PopSu, on a la possibilité de trouver du mécénat. Donc moi, je me suis dit, on va regarder un petit peu ce qui se passe autour quand même, parce que c'est vrai que s'il n'y a aucune entreprise, qu'il n'y a pas d'attractivité, il n'y a rien, ça va être compliqué de trouver du mécénat. Et alors en fait, pas du tout. On a fait une liste, mais très très longue, de très très grosses entreprises qui sont en périphérie de Tonnerre. Et notamment, pendant très longtemps, ils avaient un des plus grands centres commerciaux de la région, qui appartient à la famille Taillefer, qui est anciennement Auchan, et puis Chiver maintenant, etc. Donc il y a des interactions très très fortes entre la famille qui est implantée là depuis très longtemps et le centre commercial. Et l'effet est qu'à l'inverse, quand nous on est allé les revoir en disant, attendez, il y a des matelas de luxe qui fournissent des hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles, etc. Il y a cette entreprise qui est pareil, il y a l'hôpital, et puis ils nous disent, ah oui, c'est vrai, en fait on a tout ça. Alors on leur a dit, on va peut-être aller les voir pour savoir s'ils ont envie de s'impliquer dans la redynamisation des petits commerces. Et elle nous dit, oui, en plus ils seraient sûrement ravis. Et donc là, on en est à une phase où on a commencé à les redémarcher pour savoir comment ils ont envie de s'impliquer. Et ils nous ont pas du tout dit non. Donc il y a vraiment quand même une façon de faciliter un dialogue. Et aussi, la mère, elle nous dit, oui, mais moi, je fais du mécénat, c'est pas mon truc, je sais pas faire ça. Et à l'inverse, pareil, ils ont une autre activité. Ils font venir des étudiants d'une école d'art qui viennent. Donc les étudiants viennent une journée, ils ont un hôtel-dieu magnifique, un des plus beaux hôtels-dieu de Bourgogne, qui date du bas Moyen-Âge, donc vraiment exceptionnel, avec une charpente incroyable. Donc ils viennent, ils dessinent et ils repartent. Et on leur dit, mais vous avez une convention, vous avez quelque chose, comment ça se... Elle dit, non, on a un partenariat avec une école d'art. On leur dit, mais c'est quoi la nature du partenariat? Et en fait, on leur a juste dit, en fait, vous avez la possibilité, avec cette école, d'établir un partenariat, de faire venir des étudiants qui restent et qui s'approprient peu à peu le territoire différemment. Et tout ça, c'est des petites briques les unes à côté des autres qui, progressivement, dessinent aussi une programmation, et vous parliez très justement, un circuit. Parce que nous, derrière, on a aussi la responsabilité de ne pas dire que ça c'est bien et vous devriez faire ça, mais aussi de leur donner un livrable. Et le livrable, c'est le circuit de je vais à l'hôtel-dieu, je vais... voilà. Après, il y a des difficultés plus propres à Tonnerre qui sont ce que vous citiez très justement, c'est qu'il est tourné d'une comité d'agglomération qui n'avaient pas du tout les mêmes centres d'intérêt que Tonnerre, et qu'ils ont réussi habilement, mais ça a pris 3 ans et demi, à se rapprocher de Chablis, dont les intérêts étaient plutôt les mêmes. Donc ils ont réussi à générer des forces comme ça. Donc il y a à la fois générer une force en se rapprochant d'une ville touristique qui a déjà une forte attractivité, il y a comprendre les interactions qu'on peut avoir avec les différents acteurs, parce qu'il y a quand même aussi, on parle de la répulsion du centre commercial, et du coup c'est vrai qu'ils se sont pas dit, tiens, est-ce que finalement se lier à la famille Taillefer et aux grandes entreprises, ça peut être aussi une stratégie qui nous permet de récupérer de l'argent pour faire des workshops, etc. Voilà, il y a tout un tas de barrières parfois qui sont aussi du découragement face à d'autres difficultés, et nous on arrive un peu, alors il y a la démarche hors sol, mais il y a la démarche aussi où on est sans a priori, donc ça aide dans certaines situations aussi à démêler les nœuds qui peuvent être un peu bloquants. J'avais une question à monsieur Béat, géographe, pas vraiment une question d'ailleurs, une remarque, mais du coup que je vous soumets. Vous avez parlé de vie en archipel et de perte de repères, c'est des formules que vous avez utilisées, notamment sur ces vies sur plusieurs villes en fait. On vit dans une ville moyenne et on est finalement un peu obligé d'aller dans les villes qui sont périphériques, et donc du coup on a un rapport avec ces aires urbaines qui est différent aujourd'hui. Mais ce qui moi m'interrogeait dans votre propos, c'était comme si finalement cette vie était naturelle, s'imposait de soi. Or moi, ce que j'ai observé pendant plusieurs mois sur une ville très particulière qui est Romorantin-Anthenay, sous-préfecture du Var-et-Cher, c'est que j'ai pas ressenti, moi, de la part des habitants que j'ai suivis pendant plusieurs mois, une perte de repères, mais plutôt même
une conscience de ce qu'ils voulaient vraiment avoir comme vie, c'est-à-dire continuer à vivre autour de cette ville-là, Romorantin-Lanthenay, 17 900 habitants, et une résistance aussi à des contraintes qui leur sont imposées, dispersion des services publics, fin des tribunaux, d'un tribunal en l'occurrence, maternité, etc. Et donc en fait, moi ce que j'ai observé, c'était pas vraiment une perte de repère, c'était vraiment plutôt une conscience de ce qu'ils voulaient continuer à avoir et une vie en résistance par rapport à ce que la dissémination territoriale, la contrainte de dispersion de services publics s'imposait à eux au quotidien, et je l'ai vraiment vu d'ailleurs dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes très localement. Et voilà, je voulais juste vous soumettre ceci. Bon, c'est extrêmement difficile dans toutes les enquêtes sociologiques de dire qu'est-ce qui est de l'ordre du contraint et du choisi, globalement. Moi, je pense que ces modes de vie en archipel qui se fabriquent aujourd'hui sont des mixtes des deux, et que, je veux dire, rien que le fait que les ménages aujourd'hui sont globalement biactifs, et que du coup on ne peut évidemment pas trouver de l'ajustement entre l'offre et la demande d'emploi dans des bassins locaux limités, etc. Ça fait qu'on est dans cette construction qui est aussi un acquis. C'est-à-dire que c'est un acquis de pouvoir choisir, de pouvoir mettre ses enfants éventuellement dans des écoles différentes, comme on disait tout à l'heure sur les universités, de ne pas être contraint à signer à telle école, etc. Donc voilà, je pense que le mode de vie en archipel, vous parlez de co-construction tout à l'heure, moi je pense que c'est une co-construction entre l'offre et la demande, pour le dire comme ça. Il y a une évolution évidemment à la fois, je dirais, de l'offre privée de services, c'est sûr, il y a une évolution de l'offre de services publics, mais il y a aussi aujourd'hui une aspiration à ne pas être monodépendant, d'un territoire et d'une ville-centre. Donc c'est cette combinaison-là, qui après est sans doute variable suivant les territoires, mais sur les services publics, notamment si on parle des villes moyennes, franchement, la rétraction des services publics, c'est la question des petites villes, Romorantin, sans doute déjà un peu plus Cognac, etc., mais les villes-préfectures, au contraire, on a concentré les services. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est pour ça le discours misérabiliste sur les villes moyennes, ça suffit. Ça suffit. Les villes moyennes ont gagné des services. C'est pas vrai qu'elles en ont perdu. Vous voyez ? Eh ben, je suis pas d'accord. Je peux vous faire la liste de tout ce qu'on a perdu. Chaque fois qu'un directeur de service départemental vient me voir, c'est pour expliquer que son service va disparaître. Non. Il faut rendre la salle, mais la discussion peut se poursuivre à l'extérieur. Merci à tous et bonne soirée.